Que ce soit à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, il y a certaines statistiques qu'on nous montre tout le temps à la fin d'un match et à partir de ces stats-là, on fait de grandes analyses. Et le problème, c'est que ces stats-là, elles sont vraiment très peu utiles, elles veulent vraiment pas dire grand-chose. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Durant les premiers mois d'existence de la chaîne, j'avais fait quelques vidéos qui parlaient de stats et de football. Et les retours avaient toujours été très positifs. De mon côté, j'avais toujours eu du plaisir à faire les recherches pour produire ces vidéos. Et comme ces derniers temps, j'ai à nouveau lu sur le sujet, je me suis dit, allez, on va reparler de stats. Et pour introduire cette vidéo et surtout défendre la thèse que je vais défendre aujourd'hui, une thèse selon laquelle plein de stats qu'on nous montre continuellement ne servent à rien pour analyser un match de football, on va commencer par un exemple. Vous voyez les stats d'un match entre une équipe A et une équipe B. Plus de possession pour l'équipe B, un petit peu moins de tirs et de tirs cadrés, au niveau des corners plus pour l'équipe B, et on peut même rajouter certaines stats telles que le pourcentage de passes réussies, qui parle vraiment en faveur de l'équipe B, ou encore le nombre de dribbles qui est plutôt équilibré, tout comme le nombre de duels aériens gagnés. Sur la base de ce que vous venez de voir, je vous laisse 3 secondes pour tenter de deviner le score final de ce match-là. 7-2. Aston Villa, l'équipe A, 7. Liverpool, l'équipe B, 2. Un autre exemple encore plus célèbre que j'ai pas voulu utiliser d'entrée parce qu'un très bon compte que je suis sur Instagram l'a déjà mentionné dans une vidéo, c'est ce match-là où d'un côté comme de l'autre, l'équipe A et l'équipe B ont des stats assez similaires, il n'y a pas de grande disparité. Le score final 7-1. Il s'agit de la victoire historique du Brésil contre l'Allemagne à la Coupe du Monde. On voit déjà qu'on a un problème. On voit que c'est pas possible dans certains cas de faire de grandes analyses à partir des stats qu'on nous montre habituellement à la fin des matchs parce qu'il y a des surprises, parce qu'on reste beaucoup trop en surface. Première stat qu'on nous montre continuellement et qui surtout est le prétexte parfait pour générer d'immenses débats, les pourcentages de possession. Premier problème, il y a déjà 3 façons différentes de calculer la possession. Sur la base du nombre de passes, sur la base du temps qu'une équipe a eu le ballon dans ses pieds et sur la base de ce qu'on appelle des séquences de possession, on ne va pas vraiment rentrer dans les détails. Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'en fonction de la méthode de calcul qu'on utilise, on peut arriver à des résultats complètement différents. Et on voit déjà que se baser sur les pourcentages de possession pour esquisser de grandes analyses, c'est un problème parce que ça dépend du critère qu'on a utilisé, un critère qui est complètement arbitraire. Alors c'est intéressant qu'on nous montre la possession, mais on ne peut pas déterminer de grandes choses par rapport à la possession qu'une équipe a eue ou n'a pas eue. Il y a plusieurs études qui ont été faites pour déterminer si la possession avait vraiment un impact sur les résultats d'une équipe et non. Il y a vraiment plein de variables qui entrent en jeu, il y a beaucoup de spécifications à faire parce que oui, les grandes équipes ont plus de possession et plus de succès, mais ce n'est pas forcément parce qu'elles ont la possession qu'elles ont du succès, c'est souvent parce qu'elles sont juste meilleures techniquement et puis ensuite on peut mesurer la possession en fonction du nombre de tirs, d'occasions concédées, de chances créées, etc., etc. Il y a un très bon article de Julien Momon que je vais vous mettre en description où on voit vraiment que c'est très difficile de tirer des conclusions à partir des pourcentages de possession. Et puis une autre chose, c'est que petit à petit, on est en train de dépasser cette catégorisation binaire entre équipes qui ont le ballon et équipes qui renoncent à avoir le ballon. Des équipes comme l'Atalanta, l'Inter, est-ce que ce sont des équipes de possession? Est-ce que parce qu'elles ont une moyenne de 51-52% de possession sur certains matchs, on peut dire que ce sont des équipes de possession? Ça fait vraiment très peu de sens, de même que ça ferait très peu de sens de dire que ce sont des équipes qui renoncent à avoir le ballon parce qu'elles ont parfois 49-48% de possession. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, qu'est-ce que je propose? Parce que c'est bien beau de critiquer ce que font les médias ou certains comptes, il faut proposer des alternatives. Une chose que je trouve intéressante, c'est d'analyser plutôt les tranches des matchs et de voir sur certaines tranches de matchs, de la 10e à la 20e, les pourcentages de possession. De la 10e à la 20e, Tottenham a eu 90% de possession du ballon. Ok, ça n'arrive jamais, mais vous voyez l'idée. De la 35e à la 45e, Tottenham a eu 40% de possession du ballon. Première chose, ça nous permet déjà d'avoir un aperçu de ce qui s'est passé dans le match. Parce que
Deuxième chose, on a souvent tendance à parler du match, alors que le match, c'est souvent plein de petits moments additionnés. Il n'y a pas toujours une tendance claire qui se dégage d'un match de football. C'est pas parce qu'une équipe elle a 53% de possession qu'on peut vraiment dire qu'elle a eu la possession. Non, durant les moments elle l'avait, durant des moments elle l'a pas eu, elle a plus souffert. Bref, avoir ces tranches de possession qu'on nous montre et qu'on nous montre en première ligue, ça permet de mieux saisir ce qui s'est passé durant un match. Et puis une autre chose dont on pourrait également parler, c'est le contrôle des zones, mais ça on y reviendra un peu plus tard. C'est bien beau d'avoir le ballon, mais c'est pas parce que tu as le contrôle du ballon que tu contrôles vraiment ce qui se passe dans le match. Deuxième stat qu'on voit tout le temps, et celle-ci elle est très utilisée pour parler en bien ou en mal d'un joueur, le pourcentage de passes réussies. Ici, on retrouve exactement le même problème qu'avec le pourcentage d'arrêts effectués par un gardien. Le pourcentage, la quantité, ne nous dit rien sur la nature, la qualité des arrêts ou des passes effectuées. Il y a suffisamment de joueurs qui ont été critiqués parce qu'ils terminaient leur rencontre avec des taux astronomiques de passes réussies, mais on disait ils ont fait des passes latérales ou ils ont fait des passes vers l'arrière. Tu m'étonnes qu'ils aient de hauts taux de réussite, c'est des passes hyper faciles à faire. Et ici, il y a plusieurs outils ou plusieurs stats qu'on peut mobiliser pour pallier au fait que le pourcentage de passes réussies ne nous dit vraiment pas grand-chose. Le premier outil, c'est les passes progressives. Ou même, on pourrait vulgariser ça, on pourrait dire les passes vers l'avant. Il y a une petite différence. Les passes progressives, c'est les passes qui permettent de gagner une certaine distance. On ne compte pas les passes inférieures à 8 mètres et au terme d'une passe progressive, la distance entre le ballon et le but adverse elle est plus courte à la fin de la possession qu'au début de celle-ci. Ici, je reprends une définition qui est énoncée par Julien Asunsao de Côté Stats. Les passes progressives. Donc là, on a déjà une information sur la nature de la passe, une passe qui a permis de gagner des mètres et une certaine quantité minimale de mètres. Autre outil, le radar, qui permet de savoir à quelle fréquence et dans quelle direction un joueur a adressé ses passes dans un match. En un simple coup d'œil, on a un aperçu de ce que le joueur a fait au moment de distribuer les ballons dans une partie. Très rapide, très intuitif, très simple, j'aime beaucoup. Et un autre outil que j'aime beaucoup, c'est une statistique, dans ce cas précis, c'est le packing. C'est très prometteur, c'est très facile de compréhension et puis c'est très nouveau, on n'en a pas beaucoup entendu parler pour l'instant. Le packing, ça a été développé par une start-up allemande, une start-up qui propose ses services, elle est payée par notamment le Paris Saint-Germain, par le Bayern, par le RB Leipzig pour que ces clubs-là aient accès au stade de packing. Le packing, du coup, qu'est-ce que c'est ? Le packing, c'est une statistique qui mesure combien d'adversaires ont été éliminés, sortis du jeu dans le sens où ils sont plus en situation de défendre par une passe. Ils ont été éliminés comme Pac-Man, il éliminerait des adversaires, c'est pour ça que ça s'appelle le packing. Et ce qui est assez brillant en fait, c'est que ça permet de calculer le nombre d'adversaires éliminés autant par la passe que par la réception d'une passe. Il y a vraiment une double dimension, parce que c'est très bien de donner un ballon, mais il faut que le ballon soit réceptionné aussi pour que les adversaires puissent être éliminés. Et il y a un point qui est distribué pour chaque adversaire éliminé, chaque adversaire paqué. C'est comme ça on dit. L'adversaire, elle a été paqué. Une passe qui casse les lignes, eh ben, elle va paquer énormément de joueurs. Parce qu'une passe, vous aurez éliminé tous les joueurs d'une ligne, souvent 4, 3 joueurs. Si tu élimines plus d'adversaires que l'équipe d'en face, tu as de fortes chances de gagner le match. C'est un peu ce que les statistiques de packing ont montré ces dernières années. Je vous parlais au début de la vidéo de ces statistiques extrêmement similaires entre l'équipe du Brésil et l'équipe d'Allemagne à la Coupe du Monde 2014. Et si les statistiques de base ne permettaient pas du tout de tirer des conclusions ou de prédire le score final, les statistiques de packing montraient clairement que les Allemands avaient paqué beaucoup plus de joueurs que les Brésiliens. Cette statistique, je l'aime beaucoup parce qu'elle permet vraiment de dire quelque chose à propos de la nature des passes réussies. On pourrait imaginer une situation où à la fin d'un match, on a deux joueurs qui ont le même pourcentage de passes réussies, mais grâce au packing, on pourrait voir que le joueur A a vraiment éliminé des adversaires grâce à ses passes, tandis que le joueur B a fait des passes neutres qui ont éliminé beaucoup moins de monde. Un joueur comme Toni Kroos, combien de fois on l'a accusé d'avoir très peu d'influence dans le jeu, de faire des passes de sécurité, des passes qui n'apportent vraiment pas grand chose. Oui, Toni Kroos il termine les matchs avec 95% de passes réussies, mais ces passes elles sont vraiment très peu transcendantes. Et bien on voit grâce au packing que Toni Kroos il élimine par match une quantité de joueurs
astronomique. C'est le meilleur joueur en Europe pour éliminer des joueurs grâce à ses passes ou le deuxième meilleur. Un joueur comme Julian Weigl, à l'époque, on parlait vraiment bien de lui, il avait 2 fois moins de joueurs éliminés par match que Toni Kroos. En Espagne, les Busquets, les Banega, les Parejo sont très bons pour éliminer des joueurs grâce à leurs passes. Du coup, de très bons passeurs, très effectifs, qui apportent vraiment quelque chose. Et un joueur comme Arturo Vidal, par exemple, il était très bon pour recevoir des passes qui éliminaient des joueurs. En gros, la collection parfaite, c'était Busquets pour Vidal, un joueur duquel les passes éliminent beaucoup de monde et un joueur qui réceptionne des passes qui éliminent beaucoup de monde. En première ligue, le chef absolu, c'est Kevin De Bruyne, tant dans la réception des passes que dans le fait de donner des passes. Jorginho, Kovacic brillent aussi au niveau des passes réussies, Gundogan aussi. Et là, on a vraiment quelque chose de très excitant, je trouve, parce qu'ensuite, grâce au packing, on peut dire quelque chose des défenseurs. Combien de fois les défenseurs se sont fait éliminer par une passe? Bref, c'est très prometteur et j'espère que ça va être introduit dans les médias parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette statistique, je trouve. Troisième stat problématique, le nombre de tirs cadrés. Ici, on retrouve exactement le même défi qu'avec le pourcentage de passes réussies, déterminer la qualité des tirs cadrés. Et puis vous avez cette question des tirs qui terminent sur les montants, qui ne sont pas comptabilisés comme des tirs cadrés, à juste titre, mais qui restent plus dangereux qu'un tir effectué des 30 mètres qui terminerait tranquillement dans les bras du gardien. Le remède pour pallier à ce problème-là, c'est les expected goals. Je ne vais pas m'étendre en détail sur l'XG parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne et c'est presque passé dans le langage commun où c'est une mesure qu'on voit toujours plus pour analyser les matchs. Le nombre de buts qu'une équipe aurait dû marquer en fonction des tirs qu'elle a pris. On utilise ici les probabilités. Une chose intéressante que je peux dire, plus que m'étendre en long et en large sur les XG, c'est qu'on a beaucoup progressé dans le recueil des tirs. On arrive maintenant à prendre en compte le contexte. Est-ce que le tir a été effectué face à un bloc bas? Vous avez 10 joueurs devant vous et le tir a beaucoup de probabilité de terminer contré dans la surface. Ou alors est-ce qu'il y avait seulement un joueur entre le tireur et le gardien parce qu'on était à la conclusion d'une contre-attaque? Est-ce que le tireur a frappé avec son bon pied ou avec son mauvais pied? Est-ce qu'il a frappé de la tête ou avec une autre partie du corps? Est-ce qu'il a frappé, est-ce qu'il a tiré à la suite d'un corner, d'un coup de pied arrêté ou d'une situation dans le jeu? Et aussi, on arrive maintenant à mesurer ce qu'on appelle les post-shot expected goals, où on retire toute une série de tirs qui n'avaient pas vraiment leur place dans le calcul final parce que c'était des tirs contrés dans la surface, par exemple. Des tirs qui prenaient la direction du but, mais qui n'allaient jamais être un tir cadré parce qu'ils étaient contrés avant d'arriver proche du but. Alors, je vous ai parlé du fait qu'on avait progressé parce que les XG sont toujours plus complets. Je vous ai aussi parlé du fait qu'ils devenaient toujours plus populaires et ces deux bonnes nouvelles, elles sont atténuées par une mauvaise nouvelle, le fait qu'on voit toujours plus d'interprétations catastrophiques des expected goals. On voit véritablement certaines aberrations au moment d'interpréter cette statistique-là. Une chose par exemple que j'ai cru jusqu'à très récemment, c'était qu'un joueur qui avait plus de buts marqués que son total d'expected goals était un meilleur finisseur que la moyenne. Et en fait, non. Un joueur qui a plus de buts marqués que son nombre d'XG, c'est parce qu'il arrive à se mettre en meilleure position de tir que la moyenne. Il arrive à se mettre dans une position où il s'est débarrassé d'un joueur grâce à un contrôle, par exemple. Du coup, c'est beaucoup plus facile de tirer. Un joueur comme Cristiano Ronaldo, c'est pas un finisseur extraordinaire. Une étude, elle a calculé que ses tirs, ils étaient seulement 2% meilleurs que la moyenne des tirs des autres attaquants. Non. Ce qui fait que Ronaldo marque autant de buts, c'est que 1, il tire énormément, il arrive à tirer énormément par match, et 2, il se met toujours dans de très bonnes positions pour tirer. Et ça, c'est véritablement décisif. Ça, je ne le savais pas, par exemple. J'ai toujours cru que les XG permettaient d'analyser la qualité de finisseur d'un attaquant. C'est pas vraiment le cas. Et puis, une deuxième mauvaise interprétation, c'est de dire qu'une équipe qui a plus de XG qu'une autre, elle aurait dû gagner le match ou que c'est le vrai résultat du match. Et non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le football, c'est plus que des probabilités. C'est pas parce que les deux équipes à la fin du match, elles terminent avec 1,2 XG chacun qu'il aurait dû avoir match nul. Peut-être que l'équipe elle a eu à un moment donné du match une énorme ou deux énormes occasions,
mais qu'elle a été dominée pendant tout le reste du match et que l'autre équipe, même si elle aura fini avec le même nombre d'XG à la fin, elle aura eu plein d'occasions petit à petit qui se sont accumulées. Elle aura dominé toute la rencontre. Et puis une dernière chose, et là elle est vraiment catastrophique, je ne suis pas du tout fan, c'est les classements en fonction des expected goals, les expected points, où je trouve que c'est très mauvais. On dit en fonction des expected goals, regardez, Liverpool, il ne devrait pas être 6e de Première Ligue, il devrait être 2e. Non, il y a tellement d'arrondis qui sont faits, il y a tellement de façons de calculer qui sont vraiment douteuses, qui ne reflètent pas du tout la réalité d'un match de football. Bref, autant la popularisation des XG c'est une très bonne chose, autant ça me ferait très plaisir qu'on en parle un peu plus dans les médias, ou encore plus dans certains médias, parce que, encore une fois, ça se popularise beaucoup, mais il faut vraiment faire attention avec leur interprétation, s'il vous plaît. Et enfin, les kilomètres parcourus. Je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, il n'y a pas de corrélation entre le résultat final et le nombre de kilomètres parcourus par une équipe. C'est pas parce que vous courez plus qu'une équipe que vous gagnez plus de matchs. Et puis au niveau des kilomètres parcourus, il y a toujours quelques problèmes. On voit par exemple qu'un joueur est toujours au-dessus de la moyenne des kilomètres parcourus par son équipe. Pourquoi? Parce que dans cette stat-là, on inclut les gardiens qui courent très peu et qui tirent la moyenne vers le bas. Du coup, c'est normal que les joueurs de champ aient toujours une moyenne supérieure à la moyenne de leur équipe, mais quand on nous présente ça par exemple souvent en Ligue des Champions, on se dit ah tiens, Henderson il a beaucoup couru aujourd'hui parce qu'il a couru plus que la moyenne de son équipe. Une chose qui est très marrante avec les kilomètres parcourus, c'est Guardiola qui l'a énoncé il n'y a pas longtemps, où il disait en début de saison on a été mauvais parce qu'on a trop couru. Guardiola, ok, il est très contre-culturel pour beaucoup de choses, mais ça c'était vraiment une thèse assez forte qu'il a proposée. Et en fait ce qui est drôle, c'est qu'on remarque qu'il n'y a pas de différence entre les kilomètres parcourus en début de saison par Manchester City, alors que Guardiola les accusait de trop courir, et entre la suite de la saison où les résultats ont été bien meilleurs et Guardiola disait on court moins. Il n'y avait pas de différence, il parcourait exactement le même nombre de kilomètres. Et peut-être que ce que Guardiola entendait quand il disait en début de saison on a trop couru, c'est que ces joueurs ils faisaient trop de mouvements n'importe comment. Au lieu d'attendre patiemment le ballon, comme le demande le jeu de position, il bougeait beaucoup trop couru dans ce sens-là. Donc on voit en fait, grâce à ce petit exemple assez marrant, je trouve, que ce qui est important, c'est la façon dont vous courez et pas le nombre de kilomètres parcourus. Le nombre de kilomètres parcourus, c'est vraiment une stat fourre-tout et qui ne nous dit rien de comment on a couru. Vos joueurs, ils peuvent courir n'importe comment durant un match. Vous aurez à la fin une moyenne de kilomètres parcourus de 18 km. Vous aurez perdu le match parce que vous aurez couru n'importe comment. Et là, il y a une stat qu'on peut apporter, que je vous mentionnais au tout début de la vidéo, qui parle du contrôle de l'espace. Jusque-là, on a parlé de la possession, des passes et des tirs. Mais ça, ce sont des événements très ponctuels dans un match. L'immense majorité du temps, les joueurs n'ont rien de tout ça. Tout ce qu'ils font, c'est courir, se déplacer à très faible intensité. Et c'est là que le contrôle de l'espace devient fondamental. Parce que si vous vous déplacez bien, si vous courez bien, vous allez moins courir. Du coup, c'est important de bien courir. Ça vous permettra de moins courir. Et surtout, si vous courez bien, vous allez bien contrôler l'espace. Les meilleures équipes, ce sont les équipes qui contrôlent le mieux les zones critiques du terrain. On va prendre l'exemple de Manchester City. Manchester City, ses joueurs sont tellement bien positionnés que dans les zones critiques, l'espace est parfaitement contrôlé. Il n'y a pas une zone qui est laissée au hasard. Quand ils vont perdre le ballon, comme ils sont bien positionnés, qu'ils contrôlent l'espace, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à le récupérer parce que les distances à faire pour récupérer le ballon et le nombre de coéquipiers qui vont permettre à celui qui a perdu le ballon de le récupérer sera élevé. Je prends par exemple Tottenham, à l'aller contre Arsenal, prestation défensive fantastique parce qu'il y avait un très bon contrôle de l'espace, des lignes très bien positionnées, des joueurs qui s'entraidaient pour très bien contrôler certaines zones. Autre exemple, Cristiano Ronaldo, Icardi, Luis Suarez, ces joueurs fantastiques dans la surface sont si bons dans cette zone-là parce qu'ils ont un contrôle excellent de l'espace grâce à leur déplacement. Ils sont toujours là au bon moment, ils anticipent. Et ça fait qu'ils sont intraitables dans ces zones-là parce qu'ils arrivent toujours plus vite vers le ballon que le défenseur. Alors ce qui est fou avec le contrôle de l'espace, c'est qu'un contrôle orienté, il y a tout qui change. Avec un contrôle orienté, vous vous ouvrez tout le terrain et là, vous contrôlez tout d'un coup plus d'espace et l'équipe adverse contrôle tout d'un coup moins d'espace. C'est extrêmement complexe, ça bouge sur chaque
déplacement d'un joueur, sur chaque prise de balle d'un joueur. Un déplacement fait que tout peut changer, qu'une équipe tout d'un coup peut perdre le contrôle de tout un côté du terrain. Bref, c'est très complexe, mais un club comme Liverpool, l'une des stats les plus déterminantes qui sont en train d'utiliser pour analyser des matchs, c'est le contrôle de l'espace. À quel point l'équipe de Jürgen Klopp contrôle le terrain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Et nous, on se retrouve, comme d'habitude, dans une semaine, dimanche, 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes.